Alors c'est en qualité de directeur du secteur médico-social de l'ADDSEA, qui est une association de 700 salariés qui intervient sur l'ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, que l'on m'a demandé d'intervenir autour des enjeux et des perspectives du travail social. Enjeux qui me paraissent fondamentaux puisqu'effectivement je pense que nous sommes traversés par une période de transformation de l'offre qui va nécessairement impacter à la fois les usagers pour lesquels nous sommes missionnés, mais à la fois aussi les travailleurs sociaux, les cadres, voire même les organisations dans leur ensemble, puisque la question qui va pouvoir se poser d'un point de vue associatif, c'est à quelle place nous attendons et quelle place nous souhaitons occuper dans le paysage médico-social demain en lien avec la transformation de cette offre. Sur cette table ronde, je suis venu apporter le regard du géographe qui accompagne les travailleurs sociaux à territorialiser les situations qui sont de fait multifactorielles et aujourd'hui de plus en plus inscrites dans une complexité à la fois de dispositifs, d'exigences, d'aller vers, d'ouverture qui sont pluriels et qui bouleversent littéralement l'engagement des travailleurs sociaux. J'ai pu mettre en avant aussi quelques réserves, quelques craintes, quelques doutes sur notre capacité à être force de proposition, à être innovateur, puisqu'il me semble que ça fait partie aussi des fonctions qui sont inhérentes aux missions qui nous sont confiées, dans une perspective de me dire que nous traversons quand même une période de doute, de stabilité, de réduction budgétaire, et que fatalement ça aura un impact aussi sur notre capacité, nous, à nous transformer et à être source d'innovation. Donc le vrai enjeu, pour moi, il est sur la façon dont on réussira à résoudre ce pari au service des usagers et au service des valeurs que nous souhaitons porter au sein de notre association, pour être certain que demain, nous soyons dans une véritable démarche qualité et d'amélioration continue de la qualité du service rendu à nos usagers, mais également de ce que nous pourrons proposer à nos salariés. Voilà, donc on va entamer cette table ronde qui a déjà été largement abordée par les premiers intervenants sur les enjeux, les perspectives du travail social, la question de l'évolution des publics, des pratiques, et également parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais on essaiera de retenir l'articulation qui a également été visée entre le sanitaire et le social. Petite présentation, Alexandre Moine, vous êtes professeur de géographie à l'université de Franche-Comté, rattaché au laboratoire TEMA. Vous allez me dire, c'est assez courant pour un géographe, vous êtes attaché à la compréhension des territoires, de la complexité des territoires. Vous avez notamment travaillé sur le social à plusieurs reprises. Et puis, dans une actualité tout à fait direct, vous êtes engagé dans une étude sur 40 ans d'une structure du CCS, qui est l'abri de nuit des Glacis, qui est baptisée Marguerite Vieille-Marchizet depuis quelques temps. Structure qui a 40 ans et structure au sein de laquelle un agent est toujours en poste depuis 40 ans, même structure, même fonction. Donc vous nous apporterez aux côtés de la vision très, très complète, très générale de Martial Gégère, cette vision peut-être macro, sans dévoiler la totalité de votre travail présent, puisque je crois qu'il est prévu pour juin une présentation. Voilà. Florian Bertin, vous êtes de l'ADDSEA, donc qui est un acteur majeur, un acteur associatif majeur de notre territoire, et puis vous êtes en charge du secteur médico-social. Donc ce sera intéressant de développer cette approche, puisqu'on a parlé de l'approche globale à travers différents dispositifs, certains qu'on partage, en tout cas parce qu'on a des dispositifs similaires au CCS, d'autres non, que je pensais au XAPA, mais vous nous en parlerez, et des enjeux et des évolutions que ce genre d'intervention ont pu connaître. Peut-être Alexandre Moine, en termes justement d'évolution, vous qui vous êtes penché récemment et de façon plus générale avant, mais sur ce dispositif précis qui est l'abri de nuit, l'émergement d'urgence, la mise à l'abri, sur 40 ans. Alors en même temps, c'est pas grand-chose 40 ans, mais on a quand même des ruptures dans la société et des virages, comme on peut les appeler, ou des crises qui sont quand même assez marquées. Et qu'est-ce que à cette échelle-là, très macro, qu'est-ce que vous pouvez relever ?
Alors je vais vous parler de métier, hein, celui finalement de veilleur de nuit. Juste rappeler que cette étude elle est mise en place à la demande du CCAS qui intelligemment, par rapport au départ de Joël Guyot, qui est le veilleur de nuit qui depuis 40 ans, donc, enfin il a pris les clés en 1985 de l'abri de nuit et il va non pas les restituer puisqu'il y a d'autres veilleurs de nuit, mais en tout cas quitter l'abri de nuit. Intelligemment, la question a été posée de documenter ces 40 ans et de ne pas simplement rendre compte lors d'une séance anniversaire de départ de cette durée très exceptionnelle. Donc, je travaille avec Claire Régnier de l'IRTS. Donc, ça a été nommé par Monsieur Stenger. C'est le dispositif de recherche, le préface de l'IRTS. Et puis, mon collègue préféré en socio-anthropo, Christian Gachard, qui est émérite de l'université. Voilà pour la base. On s'est engagé autour de cette étude à recueillir des récits, 10 heures exactement d'entretien avec Joël Guyot et 10 heures d'entretien avec des personnes qui ont contribué au portage de cette veille de nuit, de cet abri de nuit qui a évolué. Et on en a retiré 16 mètres de frise. On travaille à base d'une frise temporelle et on essaie de relever tous les événements qui ont émaillé 40 années. Derrière le récit de Joël Guyot et celui des personnes qui ont contribué au fonctionnement de l'abri de nuit, il s'agit de repérer des événements clés et de voir comment tout cela s'est construit dans la stabilité, comment le métier de veilleur de nuit s'est construit, parce qu'on part clairement d'une carte blanche au départ, il a les clés, et il doit faire tenir ensemble 19 à 45 personnes, parce qu'on va avoir des sommets à 45 personnes accueillies, donc je parlerai de personnes accueillies. La question sera posée des personnes accompagnées. Est-ce qu'il les accompagne? Est-ce qu'il les accueille? Lui, il pense qu'il les accueille uniquement et qu'il passe la main ensuite aux travailleurs sociaux qui les accompagnent. Je n'en suis pas si sûr. Et c'est un métier qu'il va construire avec cette réception des clés. Nous, on a documenté sur 16 mètres de frise, 4 mètres du lieu, comment il a évolué dans le temps et comment il s'est adapté aux évolutions d'une deuxième frise qui est celle des personnes accompagnées, donc du public qui a excessivement varié dans le temps et auquel le veilleur de nuit va devoir s'adapter. Et donc on a documenté un troisième niveau de frise qui était celui des multiples dispositifs dont on peut discuter par rapport, à leur pertinence, à ce qu'ils peuvent venir, comment ils peuvent venir bousculer en fait le métier, parce qu'ils viennent du dessus, quelquefois, trop du dessus, quelquefois ils sont adaptés parce qu'ils viennent de l'échelle locale. Et puis la quatrième dimension, c'est celle-là qu'on discute, le croisement des trois premières, c'est le métier. C'est comment Joël Guyot a construit son métier, comment il l'a fait durer sur 40 ans. Voilà. Et 40 années de veilleur de nuit, c'est absolument exceptionnel. Et donc, nous, on a essayé de comprendre comment, lui, il avait bâti ce métier. Il y a des questions de distance à l'intérieur, distance aux personnes qui sont accueillies, accompagnées, distance de l'abri de nuit dans la ville. C'est une île au milieu de la ville. Si tout le monde a en tête, l'abri de nuit il est quand même situé dans des remparts. Son accessibilité n'est pas évidente. Ça pose la question des personnes à mobilité réduite, bien entendu. Et on est sur une sorte d'île. Et donc, cette question des distances aussi, ensuite, entre les différents pans de son métier. C'est-à-dire qu'il s'est révélé, et j'en terminerai par cela, un métier très complexe qui n'est pas que veilleur de nuit, qui est un peu psychologue, qui est un peu travailleur social, qui est très technicien, en effet, et lui passe d'un rôle à l'autre au gré des besoins, des tensions qui surviennent. Je rappelle, à l'heure actuelle, il fait tenir ensemble pendant 12 heures 30 personnes, qui, à l'issue d'une journée souvent épuisante dans la rue, émaillée de tensions,
doivent, par différentes formes d'hébergement sur le site, chambre à deux ou dortoir, etc., passer une nuit de 12 heures ensemble. Il y a un accueil inconditionnel, mais on va accueillir des personnes qui sont sous le coup d'addiction, de drogue, d'alcool, etc. Et il doit faire tenir cela. Et ça, c'est un défi absolu. Et son métier, on va essayer, nous, dans la restitution que nous allons en faire, de l'esquisser totalement pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire durer cette innovation qu'a été l'abri de nuit à Besançon, parce que c'est une réelle innovation, cette carte blanche qu'il a eue. Et aujourd'hui, on a un outil qui est en état de fonctionner, certainement sous-dimensionné par rapport aux attentes d'hébergement d'urgence, c'est une chose, mais il fonctionne, et il s'agit qu'il continue de fonctionner de la même manière, parce que sa durée à lui nous signifie que c'est un bon outil, et que cette innovation, aujourd'hui, elle mérite d'être maintenue en état de fonctionner. Merci. En tout cas, j'ajouterais juste autre chose vis-à-vis de cette durée, non seulement du service, mais aussi de... Je ne sais pas si on peut parler de durée d'agent, mais en tout cas de durée de service de cet agent, d'autant plus que, si je ne me trompe pas, son fils a rejoint l'équipe. Voilà, on parlait d'attractivité, ça c'est peut-être aussi une clé de réponse à une vision qu'on peut avoir d'un métier. Parce qu'en général, quand son fils reprend le même métier que son père, c'est qu'il y a une valorisation qui a été faite en famille, un renvoi positif de l'image en question. Donc voilà, c'est peut-être simplement, je dis ça comme ça en passant, parce que c'est peut-être aussi quelque chose qui est de façon très positive à noter sur un métier qui, vous l'avez dit, par définition est difficile, qu'on n'est pas forcément amené à penser tenir pendant aussi longtemps. Voilà, ça c'était une petite aparté. Marcel Gégère, quand on accueille, donc on n'accompagne pas, donc on n'est pas travailleur social. C'est quoi un travailleur social? Sachant que en France, alors on en a parlé tout à l'heure, on est à peu près, bon ça dépend des études, mais on va dire, si vous êtes d'accord, 1 200 000 personnes qui seraient employées dans associatifs ou collectivités, dans l'accompagnement social et éducatif. Mais combien de travailleurs sociaux Alors ça, c'est une question épineuse. Donc on va dire que pour un statisticien de la direction de l'évaluation des statistiques du ministère, il y a effectivement entre 1 200 000 et 1 300 000 travailleurs sociaux, entre guillemets. En réalité, on est amené... Enfin, je dis on, c'est un sujet de réflexion qui a été porté par le Haut Conseil du travail social, a été amené d'ailleurs à engager un travail pour clarifier la différence que l'on pouvait faire entre un travailleur social ou une travailleuse sociale et un ou une intervenante sociale. Donc il y a une distinction qui est faite. Et là, on peut dire que c'est une histoire de cercle. Il y a un cercle relativement restreint qui est constitué par 13 diplômes d'État inscrits dans le Code de l'action sociale et des familles et qui peuvent se référer à une définition qui est assez récente du travail social. Parce que, assez curieusement, on parle de travailleurs sociaux, mais le travail social, c'est quoi? Au niveau international, on voit à peu près à quoi ça peut ressembler. Mais il a fallu attendre un décret du 6 mai 2017, vous voyez, c'est quand même pas vieux, pour avoir une définition du travail social, d'ailleurs qui ne désigne pas les 13 catégories concernées. Donc il y a ces espèces de noyaux durs, on va dire de noyaux historiques, qui d'ailleurs est issu, je le dis au passage, puisque les questions de rapport avec les professions de santé ont été évoquées, est issu de la profession infirmière. C'est-à-dire qu'on parle d'un diplôme d'état d'infirmière de 1922, qui a 3 certificats d'infirmière hospitalière, infirmière visiteuse de l'enfance et infirmière visiteuse de la tuberculose, qui donnent la profession d'assistant de service social. Donc le montage se fait comme ça, et il se diversifie, et il se stoppe récemment, parce que avec la fusion des diplômes d'AMP, enfin, on est passé de 14 à 13. Donc il y a ce noyau historique. On dit parfois les professions canoniques, ce qui me plaît pas du tout, parce que ça évoque un vocabulaire un peu religieux, enfin, comme si c'était sacré, quoi. Mais enfin, ceci dit, c'est un vrai problème, quand même. Donc ce noyau, et autour de ce noyau, il y a identifié, pour le moment, 146 certifications au titre de l'action sociale,
délivrés par 5 ministères certificateurs, dans lequel on a justice, etc., éducation nationale bien sûr, mais aussi agriculture. Donc il y a 146 diplômes au titre de l'action sociale qui sont à ce moment-là, dirons-nous, de l'ordre de l'intervention sociale. C'est un peu la distinction que l'on peut faire. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais simplement pour dire que le rapport qui avait été demandé par le Haut Conseil du travail social sur cette distinction entre qu'est-ce que c'est qu'un travailleur social et un intervenant social, ce rapport, pour la première fois, n'a pas été validé. Il a été rejeté par tout le monde. Donc c'est une question qui continue à nous préoccuper et qui suppose aussi que le chiffre de 146 soit crédible. Parce qu'en réalité, on est dans un monde aux frontières qui sont un peu floues. Donc vous voyez, un des aspects de la difficulté de faire reconnaître le travail social, c'est la difficulté déjà que l'on a à définir nos propres frontières. Donc ça, c'est un élément de fragilité aussi pour la profession. C'est un des enjeux des réformes qu'on risque de voir venir dans pas longtemps. Et dans ce cas-là, ces définitions donc, qui est nécessairement impactée par ce flou, est-ce qu'elle peut être appuyée par la finalité du travail social? Alors vous avez cité la loi du 2 janvier 2002 et ses paradoxes en termes il y a la citoyenneté, mais il y a avant tout à la fois l'autonomie et la protection. Comment on peut la définir, cette finalité, au-delà de la définition légale? Il n'y a pas de raison de faire une distinction du point de vue de la finalité, d'autant plus que la question se pose de savoir est-ce que les valeurs du travail social, est-ce que les finalités du travail social sont aussi spécifiques que ça. Et quand j'étais, il y a longtemps, formateur, je participais à des diplômes d'État, notamment d'éducateurs spécialisés, et il y avait une espèce de jeu qu'on va dire un peu malsain, je dois dire, pas très fin, qui consistait à piéger les élèves éducateurs, éducatrices, en leur demandant, au bout du compte, sur quel texte vous vous appuyez pour intervenir? Alors, évidemment, la réponse, ça pouvait être la loi de 2002, la loi de 2015, etc., dans le meilleur des cas, le code, etc. Et le jury considérait que la bonne réponse, c'était la Constitution, c'était la Déclaration des droits de l'homme. On avait déjà une pensée autour d'une visée inclusive. Donc, du coup, il n'y a pas de raison de dire qu'entre un ou une travailleuse sociale, des pères aidants, et je veux dire, on dit des pères informels aussi, parce qu'il n'y a pas que des pères aidants, hein. Il y a toute une myriade quand même d'intervenants, qui ont des statuts parfois très, très différents. Eh bien, d'une certaine façon, ils sont censés partager les mêmes valeurs dans le type de société dans laquelle nous vivons, j'espère encore pour un certain temps. C'est-à-dire que le travail social, il est lié à un type de société un peu particulier. On va fêter en 2028 les 100 ans du travail social. La date de naissance du travail social, c'est 1928. Donc vous voyez, quand on dit 40 ans, c'est long, mais 100 ans pour des métiers, en dehors de la profession d'assistante sociale, la plupart des métiers d'éducateurs, JE, etc., ils datent des années 60-70. Le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, c'est 1967. Donc on est dans un secteur qui est aussi relativement jeune. Merci. Catherine Filaquier, directrice de solidarité du CCS. Donc, l'abri de nuit fait partie de votre direction, le service d'accueil d'accompagnement social. Le cœur de cette direction, vous me corrigez si c'est faux, mais je crois qu'on travaille souvent ensemble, donc je ne devrais pas être trop loin de la vérité. Le cœur de votre direction, c'est d'aller très en amont de l'hébergement, du logement, pour aller vers, on reviendra tout à l'heure sur je vous propose aussi de donner votre vision de cette question et de aller vers, mais jusqu'où. Donc aller vers et puis dans le logement, enfin en passant par la mise à l'abri, l'hébergement, puis le logement et le logement autonome, à travers une structure notamment comme la résidence sociale Agora. Il y a également le volet vous avez en charge le volet des aides financières, des aides facultatives à Besançon.
de la coordination de l'aide alimentaire, il y a aussi des questions d'accès d'outils par la culture, l'accompagnement social. Donc on ne va pas tout aborder. On parlait de la définition à la fois, ou des finalités, comment définir le travailleur social, le travail social. Est-ce que également il n'y a pas une définition par rapport au public, et quels sont les publics que vous accompagnez, enfin que votre direction accompagne et que les travailleurs sociaux accompagnent, et pas seulement les travailleurs sociaux, parce qu'au sein de vos dispositifs, vos structures, il y a aussi des structures médicalisées, on en parlera avec Florian Bertin. Ça commence où, ça s'arrête où? C'est l'accompagnement social, globalement, mais la définition du travailleur social que vous proposez ou que vous concevez par rapport notamment aux questions d'éthique, mais aussi aux questions de statut, est-ce que ça vous paraît déterminant ou est-ce qu'on reste dans une approche plus globale? Aujourd'hui, on a une pluralité de professionnels qui intervient et de toute façon, on a un effacement des frontières entre les différents professionnels qui interviennent et voilà, autour de la personne. Alors moi, je dis assez souvent aux équipes que tout le monde va contribuer à l'accompagnement des personnes, mais chacun de sa place. Voilà, on ne fait pas tous le même travail, on arrive à certains moments. Enfin, on le disait, un veilleur d'abri-nuit, il arrive en fin de journée, à un moment T pour la personne. Le travailleur social, il va pouvoir arriver plutôt le matin quand il fait sa permanence sociale. Et ils ne vont pas arriver, ils ne vont pas intervenir, ils ne vont pas échanger, ils ne vont pas être en lien avec la personne sur les mêmes sujets et pour le même objet. Mais ce qui est important, c'est que chacun soit à une étape du parcours de la personne et que toutes ces interventions, elles soient cohérentes au final, pour l'usager. Voilà. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a entendu plein de choses. Moi, j'ai entendu social, ciment de la société. Oui, je suis d'accord. Mais social aussi, aujourd'hui, très en crise. Parce que social, très connecté à la société. Donc, quand la société ne va pas très bien, forcément, le travail social, il s'interroge. Et il s'interroge d'autant plus que quand on parle des doutes sur la finalité du travail social, je crois qu'aujourd'hui, cette notion de sens, elle est essentielle. Et elle est essentielle aussi quand on dit il y a plein de monde qui intervient. Oui, peut-être il y a plein de professionnels différents qui interviennent, mais ils ont tous aussi cette question du sens et de à quoi sert, pourquoi j'interviens à ce moment-là et à quoi va servir mon intervention à ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une énorme complexité parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. On a vu les petits films où un des intervenants disait « on coordonne ». C'est nouveau ça pour le travailleur social maintenant qu'il coordonne. Ça veut dire qu'en plus, la multiplicité des intervenants va emmener le travailleur social, alors je pourrais dire travailleur social diplômé d'État, voilà, je vais le dire, le travailleur social diplômé d'État va l'emmener aussi à avoir un autre type de travail, à être obligé d'évoluer dans sa pratique. Parce qu'on n'a pas arrêté de parler adapter, innover. Certes, mais il faut quand même un socle. Voilà, on ne peut pas adapter sur rien. Il nous faut un socle, il faut quelque chose qui soit construit et solide, et sur cette base-là, ensuite, on peut adapter, y compris nos pratiques. Et aujourd'hui, cette multiplicité de personnels, de professionnels différents qui interviennent, ils viennent aussi un petit peu déstabiliser ce socle et faire qu'on s'interroge sur c'est quoi ce qui fait commun, tous ensemble, lorsqu'on va construire ou lorsqu'on va participer avec l'usager à la construction de son parcours. D'autant plus qu'il faut que ce parcours il soit lisible aussi pour l'usager si on veut qu'il y ait une confiance et une adhésion. Alors, plus que lisible, puisqu'en fait, le parcours, on le construit quand même avec la personne, ou alors il n'a pas de sens. On est passé quand même d'une notion de projet où on mettait à l'usager un but à atteindre et on l'accompagnait à atteindre ce but, à une construction autour d'un parcours, c'est-à-dire l'usager, il a la liberté d'adhérer ou pas, il a la liberté de se retirer. Il nous appartient de savoir si on le fait revenir et à quelles conditions on repart vers une autre phase du parcours. Donc ça a complexifié aussi beaucoup le travail social aujourd'hui. Je vous laisserai réintervenir, Catherine, mais je vais m'adresser à Florian Bertin, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes parfaitement dans l'illustration de cette imbrication entre le sanitaire, le social, médico-social. Comment est-ce que vous arrivez à
à conserver ce que Catherine Filaquier évoquait, à savoir cette juste répartition à la fois des compétences, des interventions, tout en ayant cette approche globale. Et je vous laisserai aussi quand même présenter vos différents dispositifs. Oui, merci. Donc mes différents dispositifs, effectivement, le secteur médico-social de la DDSEA, aujourd'hui, c'est à peu près 166 personnes qui travaillent dans 3 dispositifs distincts. Un dispositif d'ITEP, dispositif ITEP sur 3 villes du département du Doubs. Un dispositif d'appartement de coordination thérapeutique de l'île Altes Soins Santé, et puis un XAPA, Solea Bis, donc tout ce qui est en lien avec la dictologie. Donc effectivement, on est sur des établissements qui sont des établissements médico-sociaux et non pas des établissements sanitaires, et donc qui sont effectivement à la frontière entre le sanitaire et le social, puisque les personnes que l'on accompagne sont des personnes qui bien souvent ont des doubles, voire des triples vulnérabilités, à savoir sanitaire, social et médico-social. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de nous adapter au fur et à mesure à comment on est en capacité au mieux de répondre à la personne, à ses besoins, sans empiéter sur les territoires des collègues ou des partenaires, mais tout en étant en capacité quand même d'offrir à chaque usager un parcours qui soit le parcours qu'il a choisi, qu'il a défini, et qui fasse sens pour lui. Vous évoquez le caractère divers et cumulatif des difficultés rencontrées par vos publics. Ça, c'est un sujet, j'essaie d'emmener Catherine Filaquier là-dessus, c'est un sujet assez important par rapport au fait de ne pas compartimenter les publics et imaginer qu'on peut avoir des publics homogènes. Qu'est-ce qu'il en est à la fois de la complexité aujourd'hui, ce qu'on appelle tout simplement les cas complexes, dans différents domaines. Mais aujourd'hui, mais surtout, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est par rapport au métier, par rapport au travail social, ce qu'il en est. Et peut-être que Alexandre Moine pourra également nous donner son point de vue, ce qu'il en est, naturellement Martial Jaeger également, sur l'évolution qu'il y a pu y avoir. Est-ce que, in fine, le travail social ne fait toujours que répondre aux mêmes problématiques, qui sont des problématiques d'isolement, d'autonomie, de grande précarité, d'accès aux droits, d'accès aux soins, et que quel que soit l'aspect quantitatif, les données fondamentales ne changent pas tellement, donc le travail ne change pas. Ou est-ce qu'il y a, parce que Alexandre Moine, vous parliez d'un compte rendu en 6 mètres linéaires, est-ce qu'il est fait de rupture ou est-ce qu'il y a un continuum? Voilà, je veux déjà vous laisser la parole sur cette appréhension des cas complexes. Mais moi, je crois que les problématiques sont restées les mêmes. On a effectivement les mêmes difficultés suivant les années. Chaque public qu'on accueille, c'est un public qui fait partie d'une société qui laisse des gens un petit peu sur le bord de la route et qui ont de plus en plus de mal à s'y inclure. Et notre travail, c'est le même travail qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, il y a 50 ans. C'est comment on arrive à inclure ces personnes, à les rendre acteurs d'une société à laquelle ils participent. La vraie difficulté et le vrai enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement, je pense, un changement complet de paradoxe. Il y a eu la désinstitutionnalisation qui est venue impacter énormément chez nous. Effectivement, une logique de aller vers, une logique aussi de rendre un environnement davantage capacitant. Là où on est passé d'établissement qui soignait à comment l'établissement devient soignant dans l'environnement de la personne. Il y a la logique de parcours qui est venue se mettre là-dessus, et il y a effectivement la logique territoriale et d'environnement. Et c'est à tous ces défis qu'on a à répondre en même temps. Effectivement, ça change complètement la donne sur le travail et sur l'attendu du travailleur social aujourd'hui, qui n'est plus travailleur au sein d'une petite équipe, dans un petit établissement avec son savoir qu'il impose, mais sur comment ce savoir il le met à disposition d'un usager au sein d'un parcours, et avec tout ce que ça nécessite comme maillage et toute la complexité du maillage. C'est M. Carbonel qui parlait tout à l'heure effectivement du partenariat et de la connaissance. La vraie difficulté, le vrai enjeu pour moi aujourd'hui, il est là. C'est qu'il est déjà très très complexe pour les équipes, voire même pour les directions, d'avoir une vision globale de qui fait quoi, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on commence, ce qui fait que c'est d'autant plus compliqué à transmettre à nos équipes, et in fine, encore plus complexe pour l'usager, à qui on donne le pouvoir de déterminer son parcours, mais de savoir jusqu'où il peut aller dans son parcours, et avec qui, et auprès de qui, et comment. Et je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, il est là. C'est de se dire qu'on a complètement décloisonné nos modèles d'intervention, qui se doivent décloisonner au service de l'usager, mais pour ce faire et pour être opérant, il va falloir qu'on soit déjà tous capables, tous les acteurs de terrain, de se dire où est-ce qu'on fixe nos limites, comment on les fixe, est-ce que d'ailleurs il y a-t-il besoin de les fixer, est-ce que c'est pas l'usager de fixer ses limites et de savoir ce qu'il veut et comment on est en capacité ou pas de le faire, parce qu'on n'est pas dans la toute-puissance, pour pouvoir être en capacité d'offrir à chacun les besoins, les réponses qu'il nous a demandées en lien avec les besoins qu'il exprime. Je crois que c'est tout l'enjeu qu'on a dans les années à venir. Catherine Filaquier voulait peut-être intervenir, notamment sur, on pourrait citer l'aller vers, c'est-à-dire l'aller vers jusqu'où, notamment
en conciliant un juste équilibre entre autonomie et protection. Jusqu'où là, Léva ? Oui, mais je voulais rebondir aussi sur l'idée que oui, il y a plein d'intervenants, mais il y a quelque chose en travail social qui reste quand même important, c'est la référence. Le bénéficiaire, il est important qu'il ait un référent. Enfin, je veux dire, au CCAS, on travaille notamment dans un des services avec des publics très précaires et publics à la rue, et on voit bien l'importance pour les personnes d'avoir un référent. Alors, c'est pas celui qui va tout faire, hein, mais en tout cas, c'est peut-être la personne qui va être le garant de la continuité du parcours, le garant de l'intervention des uns et des autres, parce que je suis d'accord, parfois l'usager, pour ça, il faut qu'il aille là. Alors, pour ces démarches, il faut qu'il aille à l'espace France Service. Puis pour le médical, il faut qu'il aille à la consultation du médecin. Puis pour la cure, il faut qu'il aille. Donc, je pense que ce qui n'a quand même pas changé en travail social aujourd'hui, c'est quand même l'importance qu'à un moment, le travailleur social puisse être un référent pour la personne. Et c'est peut-être ça qui permet d'avoir quand même une garantie que le parcours puisse se dérouler et que voilà, la personne puisse avoir sa juste place dans le parcours. Marcel, je vous passe la parole juste après, Alexandre. Ça, c'est ce qui n'a pas changé. Est-ce que s'il y a une chose qui a changé, est-ce qu'on peut dire que c'est la participation, l'implication de la personne accompagnée ? Vous pouvez répondre tous les deux, mais pas en même temps. Ce qui a changé, c'est que dans les préoccupations actuelles, on parle beaucoup de coopération, de coordination, de décloisonnement. C'est quand même un changement assez radical parce que historiquement, on a choisi la carte de la catégorisation. Et cette carte, elle n'est pas complètement abandonnée. Parce qu'en fait, il y a une difficulté. On s'est calé pendant longtemps sur des classifications médicales, sur les nosographies, mais avec la volonté de pouvoir ajuster la réponse la meilleure à une problématique la plus précisément identifiée. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de connaître les publics. C'est là où il y a eu des apports, une expertise scientifique qui pouvait être utilisée ensuite pour des orientations de façon à apporter les réponses. Le cas le plus, j'allais dire, caricatural concerne les personnes polyhandicapées. À l'époque où on est passé des services hospitaliers de longue durée à la création des maisons d'accueil spécialisées, et on a vu apparaître pour un public dédié, un certain type d'institution, et historiquement, bon, ça a pris fin en 2006, mais historiquement, on a désigné une catégorie professionnelle qui était les aides médico-psychologiques dédiées à ça. Donc une logique de la pile, mais qui était fondée sur ce pari de l'ajustement la plus performante possible. Je prends un vocabulaire exprès qui évoque certaines choses, pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, la question se pose différemment, parce que, on sait, je crois que vous l'avez dit, que les publics, en l'occurrence, ils circulent, ils sont hétérogènes, et ce qui était l'ITEP historiquement, c'est d'accueillir les inclassables, incasables, etc., devient un prototype finalement de ce qui se passe dans la plupart des institutions. Donc on a la prise en considération de ça. Et puis surtout, c'est là pour répondre à votre question, l'implication des personnes dans le processus d'orientation ou même de connaissance change complètement la donne. Alors, on ne parle même plus de participation, on parle de développement du pouvoir d'agir, on parle, Denis Pifton insiste beaucoup sur la notion d'autodétermination, la HAS utilise le terme d'engagement. À chaque fois, on rajoute un vocabulaire qui marque une dynamique. Et cette dynamique-là, elle transforme radicalement les pratiques, parce que du coup, on ne peut plus... C'est-à-dire, il y a un mystère quand même dans notre organisation. On pose souvent la question, c'est quelle est la différence ? Évidemment, il y a une différence, tout le monde le sait. Quelle est la différence entre une BEX, un ITEP et un IME ? On va me dire, non, c'est pas... pourquoi vous posez cette question-là ? C'est complètement idiot. Sauf que dans la question de l'enfance en difficulté,
eh bien, on peut raisonner autrement. Et je termine là-dessus, parce que le problème, c'est que tout ce qu'on décrit là, c'est franco-français. L'être humain n'est pas que français. Hein. Il y a d'autres pays quand même qui existent et leurs réponses n'ont rien à voir avec les réponses qu'on a. Mais chez nous, on est dans la catégorisation, dans l'identification, dans cette espèce. Et c'est de cela, c'est de ça dont on sort, quoi. Enfin, je pense que quand on parle d'inclusion, etc., c'est un mouvement historique très très important. Et qui aboutit à la désinstitutionnalisation et à de nouveaux problèmes, d'ailleurs. Oui, en somme, ce n'est pas non plus la panacée, mais c'est une dynamique qui est engagée sur le long terme. Alexandre Moine, sur vos propres constats, ce rapport continuum ou rupture. Alors, pour son grand malheur, continuum pour le travail social, des engagements des travailleurs sociaux, filet de sécurité autour de la situation, des personnes accompagnées, l'exigence est toujours la même. Pour son grand malheur, pourquoi ? Parce que les conditions d'exercice de ce continuum ont complètement, radicalement changé. Et quand on est travailleur social, face à des injonctions contradictoires permanentes. Il y a déjà la question des moyens, donc faites plus avec moins de moyens. On dit donner le pouvoir aux personnes accompagnées, mais quel pouvoir pour faire quoi exactement quand on est face à des personnes qui par ailleurs sont accueillies avec un effondrement en parallèle de la psychiatrie et qui n'ont pas la capacité à véritablement prendre en main leur destinée. Quand par ailleurs on dit d'un seul coup, derrière certains dispositifs qui se disent de longue durée, qui vont s'avérer de courte durée, on mise tout sur la résolution des NEETs, des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Macron met le paquet sur cette question-là. On a travaillé, nous, sur cette question pour la mission locale. Et puis, 3 ans plus tard, quasiment, on n'en entend plus parler. Et puis, on met le paquet sur la question du RSA. Plus personne au RSA. J'ai entendu, moi, directement sur le terrain, dans un département que je ne nommerai pas, le président du département qui disait « il faut tous les mettre au boulot ». Et j'étais à côté d'une travailleuse sociale. Mais on s'est regardé, mais on s'est dit, est-ce qu'une fois il est allé sur le terrain du travail social pour mesurer combien c'est complètement délirant de dire ça, mais en même temps, c'est ce qu'on va adresser aux travailleurs sociaux. Vous devez mettre les gens en emploi, par exemple. Et puis, je peux continuer sur cette question, au-delà de l'empouvoirment, de la coordination. Catherine Filaquet a posé le mot qui, aujourd'hui, est un mot qui, je trouve, est effrayant. Qui coordonne ? On a des dispositifs d'appui à la coordination, des DAC. On a des communautés à 360. On a des travailleurs sociaux qui se disent tous « est-ce à moi d'être le référent ?» On a créé avec l'IRTS, j'en suis le porteur pour l'université, un DU, un diplôme universitaire, référent de parcours et coordinateur de dispositifs en santé sociale. Alors, rien que l'acronyme, il dit tout de la complexité. Les personnes qu'on forme, quand je parle avec elles durant la formation, elles me disent « je vais être formé, je vais être titulaire d'un diplôme Unaforis, d'un certificat Unaforis et d'un diplôme universitaire, mais je ne suis pas sûr que ma place, elle évolue au sein de la structure dans laquelle je travaille. On m'a dit d'aller me former, mais je ne serai sûrement pas en mesure d'exercer mon travail parce qu'il y aura des résistances de la part du chef de service CAF Ruisse, pourquoi pas du CAFDES, directeur de structure, mais de mes collègues, parce que si je coordonne, je prends un peu le pouvoir sur ce qu'ils assuraient comme accompagnement des personnes. Et on est, voilà, j'en passe et des meilleurs, hein, je veux dire, par rapport à la perte de sens en travail social, ce télescope dans une durée, mais remarquablement courte, tout un tas d'injonctions, et du coup on se dit, mais alors, qui met de l'ordre exactement pour trouver sa place ? Et je passe sur la question de la porosité des métiers. Aujourd'hui, on l'a aussi éprouvé dans une étude, quand le travailleur social et d'UXP passe le relais à l'animateur. Voilà, on a des diplômes de part et d'autre, BPGEPS et d'UXP, voilà. Mais sur le terrain,
l'aller vers le milieu ouvert, on travaillait pour la Fondation Pluriel, n'est pas si simple. Et donc se pose la question des métiers, des liens entre les compétences, les attendus métiers des uns et des autres qui se négocient à bas bruit, sans qu'on le sache, et quelquefois au détriment des personnes accompagnées, parce qu'on n'a pas de solution, parce que c'est trop dangereux pour les DUXP, alors que pour l'animateur, il peut assumer sans problème l'aller vers le milieu ouvert pour participer à un concert pour une personne qui est accueillie en foyer. Voilà. Donc aujourd'hui, malheur pour le travail social, continuité des attentes, et les travailleurs sociaux que je fréquente, qui sont nombreux sur le terrain, sont des gens passionnés qui ont chevillé au corps l'envie d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement, de le sécuriser, de faire en sorte que les gens aillent mieux, s'ils ne vont pas mieux, en tout cas qu'ils aient une vie décente, compte tenu des multiples fragilités. La plupart des situations, elles sont multifactorielles. Elles sont d'une complexité phénoménale. Et donc, moi, je ne vois que des travailleurs sociaux qui veulent aller jusqu'au bout de leur métier, mais qui sont handicapés par tout ce que je vous ai nommé comme événements qui surviennent, longue durée, moyenne durée, courte durée, qui font de leur métier, qui est un sacerdoce, quelque chose qui est quelquefois impossible à mener à bien. D'où la perte de sens et d'où ce sentiment d'épuisement des travailleurs sociaux qui, du coup, le nombre d'acronymes qu'on a manipulés depuis le début de la table ronde, dans lesquels, eux, ils doivent se débattre et qui ont tous du sens, ces acronymes, eux, il faut déjà qu'ils redonnent du sens souvent à leur pratique en fonction de l'acronyme qui leur tombe dessus soudainement et qu'ils vont devoir mettre en œuvre. Donc, mais alors, côté positif, c'est que l'énergie des travailleurs sociaux, moi je la sens toujours aussi forte, malgré l'épuisement, malgré la perte de sens. Pour en sortir positivement de cela, c'est que, notamment au travers des actions co, moi que je soutiens fortement au travers de mes outils de diagnostic territoriaux, il y a toujours cet oxygène possible. Ça veut dire qu'il faut faire des pas de côté, ça veut dire que les travailleurs sociaux, ils sont prêts, ils tricotent des choses en dehors du cadre. Tous les acronymes aussi, on peut quelquefois un peu les contourner, les trafiquer, et je trouve que là, les travailleurs sociaux trouvent une raison d'être quand, sur le terrain, ils peuvent donner ces solutions par le bas. Et on parlait, M. Soukaros parlait de l'ABS, qui pour moi est quelque chose qui est clair par le côté, mais les travailleurs sociaux, leur expertise, moi je parle de pères. Quand j'accompagne des mamans solo dans les Hauts-de-France, à Abbeville, à aller vers d'autres mamans solo pour expliquer comment elles s'en sont sorties avec leurs enfants. Donc pères aidants, travailleurs sociaux sur le terrain, il faut qu'ils nourrissent des diagnostics par le bas. L'ABS ne suffit pas. Et ils sont experts de leur activité, de leurs données. Et ça peut donner de l'espoir parce qu'on a le sentiment enfin de maîtriser un peu quelque chose quand on commence à se dire je fais des actions co en connaissance des données, informations qui caractérisent les situations, ma file active et celle de mes collègues, et que par le bas, il y a de moins en moins de moyens, malheureusement, et de moins en moins de temps, mais je trouve que là, il y a toujours une lueur d'espoir, je trouve. Alors, vous avez cité Alban Soukaros, je tiens à confirmer qu'il cite souvent, en parlant de l'ABS, il parle souvent de données froides, et qu'on est toujours très intéressé à la fois par le retour des travailleurs sociaux, donc du terrain, et aussi des associations. Et là, on parle de données chaudes. Voilà, c'est très imagé. Données chaudes, tout à fait. Hein. Voilà, et vous êtes plutôt dans la géométrie, et nous, on est plutôt dans le thermique. Voilà, Florian Bertin, vous partagez ce constat avec vos équipes sur ces freins, qui mènent parfois à l'épuisement, et en même temps cette finalité, cette définition de la finalité du travail social qui a été faite par Alexandre Moine, qui s'est fait porte-parole de travailleurs sociaux. Je partage complètement, simplement deux compléments.
Tout à l'heure, M. Carros parlait aussi de l'innovation. Et l'innovation, effectivement, moi je crois que c'est ça qui fait sens, c'est ça qui donne envie, et c'est ça qui est aussi une grande source de motivation pour les travailleurs sociaux qui sont force de proposition du matin au soir et du soir au matin. La vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est la place qu'il y a pour l'innovation. Parce que l'innovation, déjà, elle a un coût. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect de politique publique aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation est attendue par les opérateurs que nous sommes? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, nous ne sommes pas réduits à une position d'opérateur, où il est déjà compliqué pour les directions que de faire appliquer ce qui nous est demandé, et qu'on ne peut pas redescendre jusqu'effectivement aux équipes sur leur expertise, sur leur savoir-faire, sur leur remontée, sur leurs besoins. Je crois que demain, effectivement, ce n'est pas forcément une augmentation des salaires qui rattirera du monde. Ce qui rattirera du monde, c'est le sens. Et le sens, c'est le pouvoir d'agir. Alors on parle du pouvoir d'agir de nos usagers, qu'en est-il de celui de nos salariés? M. Scarros parlait tout à l'heure des artisans. Oui, je pense que pendant longtemps, les éducateurs ont été des artisans. Aujourd'hui, c'est les ouvriers spécialisés qui rendent compte via des indicateurs qu'on leur demande du soir au matin et du matin au soir. Il y a pas plus tard qu'il y a 10 ans, les indicateurs, c'était la direction qui les remplissait. Il y a 5 ans, c'était les chefs de service. Aujourd'hui, on parle de tarification à l'acte, on parle d'évaluation HAS, on parle de tous ces outils-là qui font qu'on estime, et ça ne dérange pas grand monde, qu'un éducateur passe 30% de son temps derrière un ordinateur, non pas pour écrire un projet, mais pour remplir des indicateurs, parce qu'on en a besoin pour pouvoir défendre financièrement notre survie. Et il est là le vrai problème. Et la vraie activité, me semble-t-il, c'est là qu'elle est attaquée. Et moi, je pense que c'est notre devoir, à nous, voilà, cadres ou managers, que de protéger les équipes de ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on en a les moyens. Voilà. Et moi, je pense que notre vrai souci, il est à cet endroit-là. Mais par contre, je rejoins effectivement autant M. Carros que sur M. Moine, qu'on a quand même une richesse parmi nos équipes qu'on devrait pouvoir exploiter largement plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Marcel Gégère, votre avis sur ces constats et notamment ces... D'abord, je voulais réagir à un propos d'Alexandre Moine sur la porosité entre professionnels et puis l'expertise par le bas, etc. Je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui tend à se concrétiser plus. D'abord, on voit comment la frontière qui existait entre professionnels et non professionnels, c'est une frontière qui existe toujours, hein, mais qui tend quand même à s'effacer. D'abord parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui, ne serait-ce qu'à titre personnel, sont en position d'aidant et qui ont aussi une action associative, une action militante, etc. Et inversement, alors ce qui me frappe par exemple, c'est qu'il y avait un dispositif qui date déjà de quelques années qu'on appelait le DEF et qui était l'occasion de former des jeunes des quartiers pour qu'ils obtiennent le diplôme de moniteur éducateur. Enfin, un dispositif expérimental en 2 ans qui s'est fait. Je pense aussi que du point de vue des aidants familiaux, il y a aussi un dispositif qui permet d'utiliser la validation des acquis de l'expérience pour leur faire acquérir un diplôme professionnel. Et puis, il y a plus récemment, vous avez dû le voir peut-être dans les ASH, un article qui concerne une initiative de ATD Carmonde sur un dispositif aussi qui s'appelle Osons utiliser les savoirs expérientiels. Donc il y a des évolutions de ce type. Ça participe quand même de notre souci de décloisonnement. Et je suis assez d'accord aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la notion de coopération, parce que l'inconvénient du terme de coopération, c'est que cela suppose de maintenir des identités séparées et de se préoccuper ensuite du lien entre les identités sans qu'on touche aux identités différentes. Et c'est un point sur lequel, notamment des équipes canadiennes, plus précisément québécoises, attirent l'attention. Et quand ils parlent de l'intégration des services, ils mettent plutôt en cause cette notion de coopération. Parce qu'on voit se développer effectivement des métiers spécifiques. Alors vous le disiez, il y en a un notamment le gestionnaire de cas ou le case manager. Et là encore, nos amis québécois mettent en garde en disant méfiez-vous, il y a des formes de case management de courtage, un peu comme il y a des courtiers en assurance. On pourrait aller même vers une privatisation d'un certain nombre de métiers, parce que si les travailleurs sociaux font des difficultés
par rapport à cette fonction nouvelle de coordination, eh ben on la donne à d'autres, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose là qui montre aussi les dérives possibles. Et actuellement, le Haut Conseil du travail social a mis en place un groupe sur la prospective en complémentarité des travaux d'un groupe qui s'appelle Futurible, qui était déjà très avancé sur la prospective à propos de la politique de la ville et qui travaille actuellement sur la prospective concernant le travail social. Parce que ce qu'on évoque là, ça devient quoi? Alors, on est dans une période un peu particulière parce qu'on a l'impression de traverser une ère glaciaire. C'est-à-dire qu'il y a eu la remise du livre blanc et puis silence radio. Le livre blanc a été remis, il y avait 6 ou 7 ministres et là, on se demande un peu ce qui va pouvoir se passer. Donc, il y a énormément d'attentes et le Haut Conseil pose la question, enfin, il a mandaté le groupe de travail en disant on vous demande d'évoquer les hypothèses quant à l'avenir du travail social à échéance de 2030, mais c'est quasiment demain, mais surtout de 2050. Et là, on commence à tester des scénarios qui risquent. Pour le moment, il y a des évolutions qui nous soucient, mais dans les scénarios, il y a des scénarios de rupture aussi, et qui obligent à penser les conséquences des constats que nous venons de faire. Oui, vous avez abordé un sujet, je pense, qui sera visé par la prochaine table ronde. C'est, parlant de porosité, mais aussi d'engagement, c'est la question de l'équilibre ou la distinction entre l'engagement professionnel et l'engagement personnel du travailleur social. Ça, on y reviendra. Je précise que les 14, pour celles et ceux qui les auraient pas en tête, les 14 recommandations que vous avez pu formuler dans le cadre du Haut Conseil du travail social, elles sont affichées au Grand Cursal, puisqu'on va bientôt faire une pause, donc ce sera un élément de lecture intéressant. Vous vouliez ajouter quelque chose, Florent Mertin? Voilà. Donc, on a essayé de brosser quelques grandes difficultés, quelques enjeux en la matière. On va voir sur la table ronde tout à l'heure comment de la théorie à la pratique du terrain, on peut à la fois redonner du sens ou espérer redonner du sens pour dynamiser un peu l'attractivité des métiers et puis également la lisibilité de ces métiers dans ces injonctions contradictoires qu'on a évoquées. Je vous remercie pour votre participation, vos interventions. Je vous propose une demi-heure de pause qui vous permettra notamment d'aller visiter les nombreux stands des acteurs de la formation initiale, formation continue, qui sont présents dans le Grand Cursal, des acteurs d'intervention sociale également, et puis un atelier qui est proposé salle Risset, et on parlait de l'approche globale sur les clés de la médiation en santé par Promotion Santé BFC. Voilà, merci à vous de votre participation. On se retrouve autour de 16h15.